Bonjour les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. La vie ne sera plus jamais la même. Ce confinement nous impose des changements importants et ça nous impose donc à nous adapter. Mais ne nous adapter ne suffit pas, il faut aussi se transformer parce que le changement vient de l'extérieur, la transformation vient de l'intérieur. Et si vous voulez réussir, vous devez vous transformer. Et Rock Your Life va vous aider parce que c'est l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. Et pour cela, un invité, un thème et un message. Ce soir, eh bien, le message, c'est comment dépasser ses limites. Et pour ce faire, j'ai un invité qui est à la fois un père de famille, un manager du réseau Move, rien que déjà Move qui veut dire bouger. Il est un optimiste invétéré, invertébré. Voilà, parfois on bafouille. Et surtout, c'est un sportif de haut niveau. Il est à la fois triathlète et marathonien. Je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Pascal Ferniaud. Ouais. Bonsoir Pascal, comment vas-tu? Bonjour Francis, ça va super bien. Je Super suis bien. ravi. Ben, ravi de t'avoir à mon émission et comme tu le sais, je fais toujours des présentations courtes. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter juste pour te connaître un peu en dehors de ce thème qui est du sportif et du dépassement de soi? Bah écoute, que je suis vraiment très optimiste puisque je suis délégué régional de la Ligue des optimistes de Meurthe-et-Moselle. Et puis souligner peut-être qu'il y a 6 ans, je n'avais jamais couru plus de 5 km. Voilà. Donc, Ce qui nous amène tout de suite au sujet, qui est ce sujet du dépassement de soi. Donc, il y a 6 ans, tu n'as jamais couru plus de 5 km. Jamais monté sur un vélo de course et je ne savais pas nager plus de 100 mètres en piscine. D'accord. Alors peut-être, comme j'ai dit que tu es un triathlète, d'abord tu vas nous dire ce que c'est un triathlète, ce que fait un triathlète. Alors un triathlète, en fait, c'est un sport qui est combiné de 3 épreuves. La première, c'est la natation. Ensuite, on passe au vélo et on finit par la course à pied. Et il y a différents formats qu'on appelle S, L, XL et Ironman. Oui, enfin, soyons simples, c'est-à-dire il faut nager combien de kilomètres, courir combien de kilomètres, prendre le Alors, plus simple. voilà, pour faire simple, les plus petites distances, c'est 500 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Et les plus grandes distances, qui s'appellent l'Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et on termine par un marathon qui fait 42,195 mètres. Bon. Et toi, tu as déjà fait un Ironman? Non, c'est justement un de mes prochains objectifs. D'accord. Alors, quel est l'objectif juste en dessous que tu as déjà réalisé? Alors, c'est la moitié, ça s'appelle un XL, donc c'est 1,9 km de natation, 90 à vélo et 21 un semi-marathon en course à pied. Ce qui représente à peu près 6h30 pour un amateur, 6h30 d'endurance. Donc, tu es parti de zéro pratiquement il y a 6 ans où tu ne courais pas plus de 5 km. À aujourd'hui, vraiment, tu fais des marathons. Non seulement un semi-marathon, mais avant ça, tu as déjà fait du vélo et avant ça, tu as déjà nagé beaucoup, quoi. Déjà que nous, quand on nage 500 mètres, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi ce thème du dépassement de soi? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours été excité par faire de nouvelles choses. Sans pour autant me dire, bah tiens, je vais me dépasser. Simplement, j'adhérais et j'avais envie de faire découvrir. J'étais plus dans l'aventure ou dans la découverte. Et puis, le sport m'a amené à vraiment avoir la notion du dépassement, c'est-à-dire, à un moment donné, souvent, on est confronté à des limites. Mais des limites qu'on se met dans la tête avant tout. Et ces limites, en fait, quand on le dépasse, quand on va au-delà de ces limites, effectivement, on fait ce que je considère, moi, on se dépasse, en fait. Et c'est extrêmement moteur, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement, comment dire, ça génère beaucoup d'hormones qui sont très, très intéressantes. La sérotonine, parce que c'est de la satisfaction de soi, l'endorphine lors de l'effort. Il y a tellement de choses qui sont générées, qui sont positives, que, en fait, on apprécie énormément et on a envie de continuer. Alors, c'est bien le dépassement de soi d'un point de vue des limites qui sont dans la tête, mais il y a quand même des limites physiques, corporelles, physiologiques, tu vois.
Donc, comment tu as Exactement. fait pour te surpasser et puis, parce que d'abord, il y a ces barrières peut-être psychologiques, et ensuite, il y a aussi la réalité. Tu as un corps, il est ce qu'il est. Comment tu as fait? Tu vas peut-être nous donner des trucs pour nous dépasser ce soir, Alors, oui, aussi bien psychologiquement que physiologiquement. oui, c'est super important ce que tu viens de souligner. Il y a forcément des limites qui sont euh, hyper importantes à respecter. C'est-à-dire, d'abord, c'est son potentiel. Clairement, sur une épreuve physique, parce qu'on pourrait parler de dépassement de soi au-delà du sport, hein, parce que Mhm. voilà. Mais physiquement, force est de constater que tu as un potentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un état des lieux. En clair, si demain tu me dis, bah, j'ai déjà couru 3 km, mais je vais me fixer comme objectif de faire un marathon en 2 heures, je vais te dire là, c'est pas écologique pour toi. C'est-à-dire que ce que tu risques, c'est tout simplement de te blesser, te faire du mal, et c'est pas du D'accord. tout l'objectif. Donc, comme toute activité où on devrait débuter, eh ben, on commence déjà par faire un constat et de se dire, OK, quel est mon potentiel? Donc, on se tourne vers des références. Donc, Mhm. la première, c'est son médecin, tout D'accord. simplement, Ok. faire un check-up. Et puis, ensuite, on fait des tests de base. Si c'est sur la course à pied, bah, il existe un test qui s'appelle la VMA, enfin, tout simplement. Et ça nous donne notre potentiel. Et en fonction de ce potentiel, on va fixer des objectifs qui sont bien entendu mesurables, accessibles. Enfin, je vais pas parler de définition d'objectifs On mais verra ça une autre fois. voilà. En fait, il faut des objectifs qui sont en rapport avec ton potentiel et Mhm. puis qui soient motivants et accessibles. Voilà, c'est surtout ça. Et là, en l'occurrence, je t'avouerai que l'une des premières erreurs qui est faite souvent chez les sportifs, mais qu'on retrouve aussi dans la vie, c'est que parfois on veut atteindre trop vite des objectifs trop hauts Mhm. euh, et on se fait mal. On se fait mal. D'accord. Alors physiquement en sport c'est la blessure, mais à côté de ça on apprend. Alors, On apprend de nos échecs. je comprends bien, il y a d'un côté se fixer des objectifs, c'est bien, mais avant cela, il faut aussi savoir quel est notre potentiel. Et c'est toute la difficulté. Il y a d'un côté, on a un potentiel qui est sûrement plus important que ce qu'on croit. Après, se fixer des objectifs qui soient raisonnables dans le sens que bah, s'ils sont trop ambitieux, c'est là qu'on va se faire mal. Et puis finalement, conclure que c'est pas la peine de faire ce genre de démarche, quoi. Donc il y a tout un équilibre, si je comprends bien. Il y a tout un équilibre Ah. et surtout, ce que tu le disais, c'est de définir son potentiel. Donc là, on va vers des accompagnants, hein. Si c'est le sport, ben, on va trouver des coachs sportifs, mais si c'est le boulot, parce que professionnellement, on peut aussi être confronté à la même chose. C'est-à-dire, on est dans un métier où on se sent bien, mais on a envie de changer, et puis finalement, on a envie de faire autre chose. Et ben là, à ce moment-là, on fait un bilan de compétences. Tu vois? Et D'accord. puis, si on veut se dépasser, ben on va pourquoi pas aller chercher aussi un coach. Et puis pourquoi pas prendre une formation. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'entraînement dans le sport, tu vois. Mhm, Et mhm. cette mécanique va te monter en puissance pour atteindre ton objectif. Alors, moi, où je suis en admiration dans ce que tu fais, c'est que d'un côté, tu as une vie familiale, tu as une vie professionnelle qui te prend beaucoup de temps aussi, et tu fais le triathlon et l'entraînement est quand même important. Tu peux peut-être nous dire comment tu t'entraînes et surtout peut-être nous donner des trucs, comment bah, justement gérer cette fatigue, cette énergie. Alors, Parce que je pense que c'est le point le plus important, hein, c'est la gestion de l'énergie. exact. En fait, l'énergie, et je crois que tu es quand même assez bien expert sur ce point-là, puisque la gestion du temps, ça te connaît. Euh, Avant tout, c'est de l'envie. C'est de l'envie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, et ensuite, c'est des choix. C'est-à-dire que son énergie, on a parlé de potentiel tout à l'heure, c'est tu Mhm. définis ton potentiel, ensuite il y a un niveau d'énergie à investir, et puis, ce niveau d'énergie va dépendre de ton envie. Donc forcément, il y a une part indéniable que je dois attribuer aux professionnels, puisque c'est quand même avec ça que je vis financièrement. Ce qui m'est cher et ce qui est important et ce qui est pour moi l'essentiel, c'est ma famille. Donc il faut aussi y consacrer du temps. Et puis ce qui m'apporte un équilibre et une résistance au stress et une énergie d'enfer, c'est effectivement le sport. Alors cet équilibre, je dois le trouver régulièrement et je dois, par moment, je le fais au moins une fois par semaine, me poser et revoir le temps alloué aux uns et aux autres.
Alors, j'ai une matrice toute bête, un tableau, 3 colonnes, et puis je recense le temps que j'effectue dans ces 3 domaines. Alors, certes, parfois, certains me disent, bon, pourquoi tu fais ça, etc. Tu dois bien savoir. En fait, non. Par moment, il faut savoir s'observer, savoir se poser et faire le point et réguler. Et je suis très organisé là-dessus pour pouvoir justement équilibrer et mettre l'énergie là où il le faut. Ok, alors ce que tu dis, c'est que d'abord, il faut bien s'organiser, donc bien consacrer du temps pour chaque activité professionnelle, familiale et l'activité sportive. Et ensuite, et aussi, de temps en temps, réviser le temps que tu consacres, ou regarder, analyser le temps que tu consacres pour chaque activité, puisque chaque activité t'apporte quelque chose, aussi bien un équilibre familial, un équilibre professionnel et un équilibre aussi au niveau sportif qui va te permettre de mieux résister au stress, aux difficultés, aux problèmes quotidiens. Alors, si quelqu'un veut quel conseil tu donnerais aujourd'hui pour quelqu'un qui veut développer son potentiel? Quel conseil simple pourrais-tu donner? Pour développer son potentiel, la première étape, c'est il est déjà sur le bon chemin parce qu'il a envie de développer son potentiel. Donc, déjà, la première étape, elle est, je dirais, elle est enclenchée. La deuxième, c'est de où il part, c'est-à-dire faire le point sur sa situation actuelle. Ensuite, la troisième, c'est de fixer vers où il veut aller et bien prendre conscience si l'objectif qu'il se fixe est en rapport avec l'énergie qu'il va pouvoir y consacrer pour mener à bien son projet et la situation actuelle et le temps qu'il va pouvoir y allouer. Donc, concrètement, si c'est du sport, je dirais faire un check-up chez son médecin, voir combien de temps on peut allouer à son entraînement et puis se dire que la performance sportivement, entre 20 et 25% d'augmentation de performance ne s'obtient pas avant 3 ou 4 mois d'entraînement assidu. D'accord, donc ça veut dire que c'est de la patience, de la persévérance. Mais le plus dur, je pense, c'est de la démarrage. Parce que une fois qu'on a démarré, et après peut-être trouver quelqu'un qui vous accompagne, comme tu m'accompagnes aussi parfois, depuis un peu plus d'un an. La difficulté, peut-être tu peux nous dire comment tu organises ta journée, combien d'heures tu consacres à ton activité sportive? Alors, en temps normal, en routine, je suis sur au moins 6 à 7 heures par semaine. Et en préparation, je peux monter jusqu'à 10 à 12 heures. Par contre… préparation, c'est avant un événement. Exactement. Il y a des cycles de préparation. Quand tu fais des événements, à partir du moment où tu fais plus de 3-4 heures d'endurance, il faut compter 10 à 12 semaines de préparation. Donc, avec des séquences bien phasées. Qui sont un peu plus techniques, mais qui sont accessibles à tout amateur qui prend la patience et la persévérance d'un an d'entraînement à 3 fois par semaine, et tu peux très vite te prendre au jeu. D'ailleurs, à ce propos, comme dans le métier, comme dans le travail, comme dans d'autres secteurs, il peut y avoir une addiction. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, je parlais d'endorphine, je parlais de sérotonine. Il existe une addiction au sport qui s'appelle la bigorexie. C'est l'alcoolique du sport, la bigorexie. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans aussi, parce qu'on peut ne plus être lucide et se blesser et se surblesser. Donc, il faut garder un équilibre. Donc, oui, un temps normal, je dirais 6 à 7 heures par semaine, ce qui est quand même pour un amateur assez important. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire un semi ou un marathon, s'il consacre 4 à 5 heures par semaine, c'est tout à fait accessible. Alors, il y a un mot important que tu viens de dire, pour moi, il me semble, c'est ce mot équilibre. Trouver un équilibre, et on en parlait déjà avant, famille, professionnel et sportif. Et en même temps, quand tu t'entraînes, il y a aussi un équilibre à trouver, puisque, si j'ai bien compris, je ne sais plus comment tu m'avais parlé une fois, comme quoi il faut monter progressivement, et puis après, il faut descendre avant l'événement, pour que, juste avant l'événement sportif, tu ne sois pas épuisé. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il faut savoir aménager des pauses de repos ou pour se régénérer. Ah oui, c'est très important ce que tu viens de dire, Francis. C'est effectivement, quand on prépare un effort, quand on prépare un gros effort, qu'il soit physique et même émotionnel ou professionnel,
En fait, il y a une phase de préparation où tu montes en puissance et tu vas t'approcher de ton événement. Je prends l'exemple d'un conférencier, peut-être que je vais me tromper, mais je crois que tu vas pouvoir me corriger si c'est le cas. Quand tu vas préparer ta conférence, tu vas la répéter, mais tu vas la répéter par morceaux. Tu vas travailler ton intro, tu vas travailler tes phases clés, mais tu vas pas faire tout le temps une conférence complète face à ton miroir de A à Z. Tu vas travailler les accroches, tu vas travailler les points forts, tu vas travailler ton élocution, ton articulation. Donc, tu vas travailler des techniques, mais tu vas pas faire tout le temps toute la conférence. Eh ben, le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas pas faire, si tu prépares un marathon, pendant ta préparation, on te demande pas de faire un marathon. On te demande de préparer un marathon. Donc, tu vas monter en charge sur la semaine. Et en fait, tu vas monter en puissance comme ça. Et puis, à un moment donné, avant l'événement, tu vas faire une pause. Et pour un conférencier, alors après, peut-être tu pourras nous livrer ton truc. Je prends des notes, je prends des notes. Avant de rentrer sur scène ou avant la veille, c'est pas le jour-là où tu vas te coucher tard. Tu vas aussi, toi, te préparer et te mettre en condition et te reposer et te préparer à être bon et justement à faire l'événement. Et ce moment-là, le moment où tu reprends de l'énergie, ou le moment où tu te reposes, tu te ressources, il est valable dans le sport, il est valable dans tous les moments. Et celui-ci, si tu le négliges, eh ben, il arrive des petits pépins souvent. Oui, on entend bien cette notion d'équilibre et de se préparer intelligemment, hein, avec une phase où on monte en puissance, puis après on redescend avant l'événement pour justement avoir toute l'énergie pour soit une conférence, soit un événement sportif, ou quel que soit l'événement. Et voilà. Alors, si tu avais si tu avais un dernier conseil à donner avant, peut-être qu'on parle encore d'un autre sujet. Écoute, Francis, tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, s'engager envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que souvent, ce qui a été moteur aussi pour moi, c'est de communiquer auprès de mon engagement, c'est-à-dire communiquer mon objectif. C'est-à-dire que si je m'inscris pour un marathon, je dis à mes amis, je dis à ma famille, bah tiens, je me suis inscrit au marathon de New York, au marathon de Rome. Ah bon, et puis on en parle. Et petit à petit, je m'engage vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon entourage, à parler de mon objectif. Si je veux changer de travail, que je dis, bah tiens, ou si je prends une formation, plus je vais en parler, plus je vais me mettre en chemin et plus je vais m'engager. Et quelque part, ça m'implique encore plus. Et ça, c'est un petit truc quand on veut, par exemple, arrêter de fumer, hein, plutôt se libérer de la cigarette si on veut être positif. Justement, en parler, ça nous donne un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre et on est beaucoup plus fort quand on a des gens autour de soi avec qui on s'engage. D'accord. Alors, j'avais envie que tu nous parles encore un peu de la Ligue des optimistes, peut-être 2 mots aussi, parce que j'imagine aussi qu'il faut être optimiste et quelque part, ça aide aussi à se surpasser. Oui, oui, tout à fait. L'optimisme m'aide beaucoup, effectivement, dans mes démarches sportives, mais aussi dans la vie. Donc, je suis délégué territorial de la Ligue des optimistes de France. Donc, j'organise des dîners autour de l'optimisme. Je fais intervenir des personnes comme tu es déjà intervenu aussi dans la Ligue en tant que conférencier. Donc, l'idée, c'est de se réunir dans un esprit optimiste et alors là, c'est ouvert à tout le monde, de tout horizon. J'ai fait des rencontres extraordinaires parce que bah, en fait, il n'y a aucune sélection, simplement l'envie de se rejoindre. Et l'optimisme, pour moi, c'est quelque chose qui permet avant tout, c'est pas d'espérer, c'est d'être convaincu qu'il y aura un meilleur et que les choses vont finir par s'arranger, en fait. Voilà. Ça, c'est cette conviction qui m'anime et j'ai envie de la transmettre. Pour autant, je ne suis pas un bisounours, je ne suis pas un BA, je suis parfois pessimiste. Et quand ça m'arrive, je fais l'effort et je trouve les ressources pour m'accrocher à cette conviction qui est au fond de moi-même que finalement, ça finira par bien se passer. Bien, ben sur ces paroles très positives, eh bien, j'ai quand même quelques messages et je voudrais juste faire passer un message un peu long, mais je pense qu'il est peut-être important, je ne sais pas si on le voit bien, oui, de Sandra. Nous savons que le sommeil est important pour la santé. Comment fais-tu à ce niveau pour avoir une qualité et une durée de sommeil satisfaisante, notamment si tu fais du sport le soir? Quel est l'impact sur le sommeil? Oui, parce que le sport le soir, si tu fais ça le soir, et je crois que toi, tu le fais le matin, justement.
Exactement, parce que j'ai testé le soir, Francis, oui, oui, et puis tu sais bien. Sandra a une bonne question. Le sommeil, dans l'équilibre, qu'il soit sportif ou personnel, hein, il est fondamental. J'ai testé, alors chacun a son rythme, hein. Moi j'ai testé, il me faut au minimum 7 heures, 6h30, 7 heures de sommeil. Donc si je dois aller courir le matin avant le travail, il m'arrive parfois effectivement d'aller au lit à 21h, 21h30 pour pouvoir me lever à 5h30 et aller courir 2 heures de 5h30 à 7h30. Fondamentalement, si tu n'as pas assez de sommeil pendant ta préparation, je dirais que c'est 80% assuré une blessure. Alors, je te parle même pas de performance, hein, c'est vraiment, et là-dessus, Sandra, si je peux t'inviter à une chose, c'est vraiment de trouver ton rythme, c'est-à-dire quel est ton quota de sommeil. C'est assez simple, c'est quand tu te lèves, est-ce que le lever est facile ou pas, ça après c'est les cycles, mais surtout aussi, c'est se prendre des notes et de noter son état de forme après l'entraînement. De 1 à 10, tu notes pendant un mois. Et tu regardes en fonction de tes heures de sommeil et du moment où tu fais ton sport. Et moi, je t'invite vraiment, le plus que tu peux, Sandra, c'est de faire le sport le matin, quitte à te lever plus tôt. Alors, je sais, parfois c'est compliqué, mais c'est le meilleur moment. Le soir, moi, c'est compliqué parce que ça me met en mouvement, ça me crée de l'énergie. Et effectivement, pour retrouver le sommeil très rapidement, c'est plus compliqué. Très bien. Alors, donc, c'est vrai que c'est toujours une connaissance de soi. Et un dernier message de Rosemarie, la connaissance de ce corps, de ses réactions et de son mental interviennent, bien sûr. Voilà. Alors, nous avons l'habitude d'avoir le regard du coach. Eh bien, nous allons maintenant voir quel est son avis. Il nous a écoutés et puis, voilà, il va nous donner son avis, le regard du coach. Et on va disparaître et ça va être la place du coach et on reviendra après. Bonjour à tous. Eh bien, ce sujet m'a particulièrement intéressée et je l'ai vu plutôt sous l'angle du dépassement de soi. De quel soi s'agit-il, hein? Du soi physique ou du soi mental? En l'occurrence, là, aujourd'hui, on vient nous parler plutôt du soi physique, hein, mais qui a besoin du soi mental. Il y a aussi d'autres cas où le soi mental a envie du soi physique. Je pense par exemple à tous ceux qui sont en période d'examen actuellement, même s'il n'y a pas le baccalauréat, il y a quand même tous ceux qui sont en fac, en université, qui ont besoin énormément de mental, mais qui doivent aussi s'appuyer sur le côté physique. Si on néglige le côté physique, lorsqu'on a une activité intellectuelle, on peut aussi négliger ses qualités et ses performances. C'est mon petit-fils qui vient me dire bonjour. Alors, ce que je voulais rajouter aussi sur le dépassement de soi, c'est qu'on est tous concernés. Soit, effectivement, on s'est lancé dans un triathlon, dans une activité physique, mais comme il a été dit tout à l'heure, ça peut être aussi une performance professionnelle, on peut changer de travail, mais ça peut être aussi une performance personnelle, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et pour lequel on aimerait bien un jour pouvoir arriver à le faire. Alors, si on est tous concernés à ce moment-là, comment doit-on faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas la peine d'aller là où on n'y arrivera pas. C'est pas la peine de penser qu'on va monter l'Everest si on n'a jamais réussi à monter une côte. Ensuite, il faut vous lancer des défis, mais qui soient réalistes et réalisables, notamment, eh bien, cette montagne de l'Everest. Et puis, il faut construire son parcours. Il faut se lancer un petit défi, le défi numéro 1, puis le défi numéro 2. Et surtout, il faut se féliciter à chaque palier. Alors, quels sont les bienfaits de cela? Eh bien, parce que ça active les notions de plaisir et de joie. Et en conclusion, je voudrais dire que la seule personne avec laquelle nous soyons en compétition, c'est nous-mêmes. Donc, surtout, ne regardez pas les performances des autres, mais regardez votre propre performance et félicitez-vous pour celle-ci. Voilà l'avis du coach pour aujourd'hui. Merci Christine, merci au coach pour son regard. Pascal, qu'est-ce que tu as envie de rajouter en écoutant Christine? Merci d'avoir précisé effectivement de se féliciter et de prendre conscience des performances qu'on fait et d'avoir souligné que la compétition avant tout envers soi-même, elle est avant tout intérieure. Et excellente analyse, bravo Christine.
Okay. Merci. Merci beaucoup, Christine. À demain. À demain. Bye bye. Au revoir. Christine. Voilà, merci Pascal pour cet échange, de nous inspirer, de nous donner envie de nous dépasser et de bien comprendre qu'il y a un équilibre à trouver. Et aussi, et le plus dur, je crois que c'est le premier pas à faire le matin, c'est de dire ok, maintenant je me lance. Je pense qu'une fois qu'on est parti, après ça sera c'est plus facile. Et je sais que j'ai passé par là, j'avais fait du sport à un moment donné, des jogging, et le plus dur c'était de démarrer. Une fois qu'on a commencé à courir, il y a cette notion d'endorphine dont tu parlais, effectivement. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que bientôt tu vas pouvoir nous voir organiser des soirées, des dîners des optimistes dans la région. Hein, avec plaisir. Et j'espère t'y voir. Oui, bien sûr, je serai là. Super. Merci beaucoup, Pascal. Bonne soirée. Merci à bientôt. toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, chers amis, l'émission se termine. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Demain soir, 17h37, je vous donne rendez-vous avec cette fois-ci un invité qui s'appelle François Michalon et nous allons parler du burn-out. Donc, si vous êtes au bord du burn-out ou si vous avez vécu un burn-out ou si vous voulez éviter le burn-out, je vous donne rendez-vous à demain, 17h37. Je vous dis à demain, prenez soin de vous et puis 17h37, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger.